Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. Si on vit dans un monde où les femmes préfèrent être coincées dans une forêt avec un ours, on a vraiment un problème en fait. On est perçus comme des prédateurs dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ? Et les hommes ne se disent pas ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Devenir woke. Un nouvel épisode, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais pour compenser cette absence relativement longue, j'ai le plaisir immense, je dirais même intense, parce que vraiment j'ai un énorme coup de cœur pour votre livre. Je vous ai écrit avant même de le finir. Amanda Castillo, vous êtes journaliste et vous êtes autrice. Vous avez écrit Tu seras carnivore, mon fils, qui est l'objet de notre échange aujourd'hui, mais également Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes, que je me permets de recommander également pour l'avoir lu. Alors, bienvenue. Bonjour Géraldine, merci beaucoup pour votre accueil. Alors, moi, j'ai une première question à vous poser qui est un peu personnelle parce que ça m'intrigue beaucoup. J'évolue dans les milieux antispécistes et je connais très peu de personnes qui sont nées dans des familles végétariennes et qui leur a permis d'être végétarien de naissance, ce qui est votre cas. Est-ce que vous avez senti, petite, que votre famille n'était pas comme les autres ? Oui, bien sûr. Déjà, au sein même de la famille, ça posait problème parce que mes deux parents viennent d'une famille très carnivore. Donc mes grands-mères étaient atterrées quand ils ont fait ce choix-là et ça a posé beaucoup de problèmes. Ensuite, effectivement, quand j'allais à l'école, les enseignants, mes camarades de classe, tout le monde trouvait ça extrêmement bizarre, pas du tout, même risqué en fait pour ma santé. On m'a souvent répété que j'allais pas me développer correctement, que j'aurais des carences plus tard, que ça se manifesterait à l'âge adulte, qu'on verrait que j'aurais toutes sortes de probablement un retard de croissance ou des os plus fragiles. Enfin, on m'a sorti tout un tas de théories. Des personnes qui n'y connaissent en règle générale rien en nutrition. Oui, effectivement, c'était des petites filles de 7 ans qui répétaient ce qu'elles avaient entendu à la maison. Mais les parents aussi. Enfin, ça a été très compliqué de grandir végétarienne. Encore aujourd'hui un peu, mais je le vois pour ma fille, ça l'est quand même moins. C'est beaucoup plus accepté, même si elle a encore des remarques, pas autant que moi. Donc ça évolue gentiment, mais c'est vrai que par exemple quand j'étais enceinte, je me souviens de ma gynécologue qui avait très peur des carences en fer, donc j'ai dû me soumettre à tout un tas de prises de sang. Et à chaque fois, elle me demandait mais où prenez-vous votre fer ? Et donc, ma fille est née en très bonne santé, a fêté ses 7 ans, tout se passe très bien. Est-ce que vous avez un souvenir du moment où l'engagement familial de ne pas manger de la viande est également devenu votre engagement, que vous avez pu défendre, non pas parce que c'était une habitude familiale, mais parce que ça représentait un choix que je vais qualifier de moral ? Vous me direz si c'était le cas pour vous. En fait, moi, je me souviens déjà petite, pour moi, c'est curieux parce que du côté de ma mère, c'était plutôt lié à la santé, le fait de ne pas manger de viande. Elle était convaincue, que c'était beaucoup mieux pour son corps. Et pour moi, en tant que petite fille, c'était pour les animaux. Donc, on n'avait pas du tout la même approche, elle et moi. Et donc, à un moment donné, je me souviens qu'elle avait consulté un médecin qui lui avait dit non, mais quand même, il faudrait réintroduire le poulet. Donc, elle en a remangé et elle a essayé de m'en faire manger et j'ai toujours refusé. Donc elle a respecté, mais disons qu'on n'avait pas du tout la même vision de l'approche. Ensuite, mon père, ils ont divorcé. Mon père a épousé sa deuxième femme, qui est elle, par contre, végétarienne pour les animaux. Et là, je me suis beaucoup plus retrouvée dans sa philosophie à elle. Mais non, c'est curieux. En fait, je pense qu'on vient au monde déjà avec des idées. Je sais pas. Pour moi, ça a toujours été une évidence que je pouvais pas manger des animaux, et c'était pas ni pour des raisons de santé ni environnementales. C'est venu après ça, le côté environnemental, toutes les raisons éthiques autres que le massacre des animaux. J'en ai pris conscience après, mais dès le départ, pour moi, ça a été
le fait que j'avais vraiment pour moi conscientisé que j'avais une vie en face de moi et que je voulais pas la manger. Alors ça me fait rebondir sur une étude qui est assez connue dans le milieu antispéciste et que vous citez par rapport à des moutons, où on demande à un groupe de personnes d'attribuer des capacités cognitives à des moutons. Et on se rend compte que le groupe qui sait que ce mouton va finir à l'abattoir attribue relativement peu de capacités cognitives à ce mouton. Et l'autre groupe auquel on tait cette information considère que le mouton a de réelles capacités cognitives. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez grandi dans une famille végétarienne où vous n'avez pas mangé de viande vous a facilité aussi cette conscientisation que l'animal est un être vivant précisément parce que vous ne participiez pas au fait qu'il soit tué? Alors, j'en suis persuadée. Déjà, j'avais pas de dissonance cognitive. Donc, j'avais le champ libre, en fait, pour lui donner une conscience, un vouloir vivre. Pour moi, le mouton n'a jamais été un objet de consommation. Donc, c'était très facile de le percevoir comme une vie intelligente, une forme de vie intelligente, sensible et dotée exactement de la même envie de vivre que moi. Après, moi, je vois que quand je discute avec plein d'enfants qui sont très curieux, hein, parce que ma fille est végétarienne, donc encore hier, il y a une petite fille qui m'a dit, mais est-ce que Victoire est allergique à la viande? Donc ma fille s'appelle Victoire. Et on a dit non, non, nous on n'est pas du tout allergique à la viande, ça nous fait pas mal d'en manger. Par contre, on la mange pas par souci des animaux. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, mais moi aussi, j'ai pas envie de faire du mal aux animaux. Moi aussi, je veux être végétarienne. Et pourtant, elle en mange. Mais je pense que les enfants très rapidement font ce lien. Ils comprennent bien mieux que les adultes. Je pense qu'ils sont probablement plus en contact avec leur empathie que nous, quelque part. Je sais pas. Il y a pas encore de fracture dans leur cœur. Je sais pas. Mais en tout cas, ils sont déjà très mal à l'aise et quand ils comprennent, ils veulent pas en manger. Même ceux qui vivent dans des familles qui mangent de la viande. Alors là, c'est intéressant parce que vous évoquiez le terme employé par cette petite fille, qui est le terme allergie, qui est un terme qu'on retrouve dans votre livre, puisque vous témoignez de ce petit garçon qui est empathique pour les animaux, mais qui n'assume pas son empathie et qui parle d'allergie à la viande, qui n'existe pas à mon sens d'ailleurs, c'est assez drôle comme terme. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la façon dont les jeunes garçons et les hommes justifient leur végétarisme en évitant de relater ce qui relève de l'empathie? Oui, c'est très curieux parce que comme la viande, c'est quelque part la nourriture des dominants, c'est une manière de rendre effective la masculinité hégémonique. Hein. Donc là, je cite les travaux de Carol G. Adams qui explique que c'est vraiment une manière de performer sa masculinité, de montrer qu'on est un homme vrai. Et ça, les pères, enfin les parents de manière générale l'inculquent très tôt à leurs enfants. Ils disent mais la viande c'est pour les bonhommes, ça renforce les muscles. Enfin, il y a tout un discours à ce niveau-là. Et donc du coup, ne pas en manger, quelque part, on subit une sorte de dévirilisation. On n'est pas vraiment un homme, ou alors on doit compenser d'une autre manière. Et les petits garçons le comprennent très tôt. J'étais étonnée hein, parce que ce petit garçon, il a que 6 ans et lui veut pas du tout manger de viande. Ses parents en mangent à la maison. Mais donc bon, j'imagine, ils respectent, hein, ils comprennent que leur fils n'est pas dans l'abstraction. Il a compris qu'il a un être vivant, enfin qui est plus vivant du coup, et ça le bloque. Mais ce petit garçon, pour pas être ostracisé, pour pas être moqué, pointé du doigt, ne va pas dire enfin je ne peux pas manger un être vivant, je suis anéanti. Il va dire je suis allergique. Et donc c'est fascinant à voir cette prise de conscience déjà très tôt chez les enfants qui comprennent en fait que l'empathie n'est pas une émotion valorisée chez les hommes et les garçons du coup. Je le vois aussi. Ils adorent par exemple écraser des insectes, torturer des lézards. Enfin dans la cour de récré c'est toujours assez interpellant. Donc ceux qui participent pas à ça, ils sont traités de mauviettes, sont assez il y a vraiment un discours très très violent qui s'installe dans les préaux et qui est très dérangeant à voir, qui est regardé aussi avec beaucoup de complaisance de la part des adultes. Je trouve qu'on devrait intervenir, mais enfin voilà, le corps enseignant ne le fait pas toujours. Et c'est dommage en fait, c'est dommage. Donc voilà, ce petit garçon n'est pas allergique à la viande, mais c'est la parade qu'il a trouvée. Et une fois qu'on est adulte, ben on va pas dire qu'on est allergique, ça n'aurait aucun sens. On dira non, mais je le fais pour des raisons philosophiques, c'est un défi personnel, ou c'est pour ma santé, ou tout un tas d'autres motifs. Sauf évidemment, on n'évoquera pas l'empathie, le respect des animaux.
Ce qui est fou parce qu'on peut entendre qu'un jeune garçon, on sait que dans les cours d'école, il y a beaucoup de moqueries, peut y avoir du harcèlement, etc. On peut entendre qu'il n'ose pas dire des raisons pour lesquelles il a peur de se faire harceler. Mais ça veut dire que même en tant qu'adulte, voilà, qui n'est plus à risque de ce type de harcèlement, vous évoquez le cas de votre père, hein, qui n'assume pas le côté empathique de sa démarche. Ah alors pas du tout. C'est d'ailleurs très perturbant parce que il a toujours été végétarien, enfin depuis l'âge de 26 ans, depuis que je le connais. Et donc il va dire non, c'est pour des raisons de santé, ou alors carrément il va pas du tout en parler. Il va choisir un plat sans donner d'explication. Il va pas rentrer en matière. Donc oui. Est-ce que le fait d'avoir lu votre livre l'a fait évoluer sur cette question? Il l'a pas lu. Ah il se préserve. Il l'a pas lu et quand j'en parle avec lui, il me dit le lien est vraiment tiré par les cheveux. Alors, en parlant de lien, justement, est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu un élément fondateur ou quelque chose qui vous a permis de faire le déclic pour penser conjointement ce que je vais appeler l'animalisme ou l'antispécisme et le féminisme? Oui, alors chez moi, ce qui est arrivé le plus tôt dans ma vie, c'était évidemment l'antispécisme. Et ensuite, je suis devenue féministe dans un deuxième temps. Et c'est vrai en lisant, en découvrant toutes ces autrices incroyables, Bell Hooks, il y en a tout plein, Mona Chollet. Donc j'ai commencé à faire des liens et je me suis rendu compte vraiment qu'il y a une double domination qui est enracinée dans l'histoire, qui est assez évidente en fin de compte quand on réfléchit. C'est-à-dire que depuis le début des sociétés patriarcales, on justifie la domination des femmes et des animaux avec des arguments qui sont très similaires. Et le lien saute aux yeux. À force de lire, à force d'être moi-même dans les deux environnements, antispécistes et féministes, tout à coup, c'était évident. Après, j'ai commencé par lire Carol J. Adams. Et donc, c'est un livre qui est très important, mais qui a été écrit en 1990, donc il y a 30 ans déjà. Et je me suis demandé avec le livre que j'ai écrit, est-ce qu'il y a eu du nouveau, est-ce qu'il y a du neuf, est-ce que ça a progressé, est-ce qu'on est arrivé, est-ce que la société a changé? Et en fait, je me rends compte que pas tant que ça. Et j'avais le sentiment qu'il manquait justement une photographie de 2025 pour voir où en était ce croisement entre sexisme et carnisme. Est-ce qu'on utilise toujours les mêmes arguments? Et donc c'est toujours le cas en fait. Le constat que j'ai tiré du livre, c'est que les arguments sont encore les mêmes en 2025. On soumet les femmes et les animaux avec le même argumentaire. Alors c'est un peu drôle et un peu triste à la fois, c'est que Carol J. Adams effectivement a écrit ce livre qui est un peu considéré comme un livre fondateur, qui n'était plus du tout disponible en français puisqu'il était épuisé chez sa maison d'édition qui, je crois, fait faillite. Donc là, il a été republié récemment par 2 nouvelles maisons d'édition, une au Québec et une en France. Donc le livre est à nouveau disponible et à cette occasion, Carol J. Adams a participé à une rencontre en librairie à laquelle j'ai pu assister. Je lui ai demandé, est-ce que quelque chose a changé? Et elle m'a donné exactement la même réponse que vous. Elle m'a dit, mais non, rien n'a changé, rien n'a évolué. Et j'étais un peu en mode, c'est un peu affligeant comme constat. Et elle m'a dit cette phrase très, très simple qui m'a quand même ouvert un petit horizon. Elle m'a dit, demain est un autre jour. Voilà. Oui, il faut s'accrocher à ça. Alors, vous parlez de la désanimalisation de l'animal, hein, qui est un processus qui permet justement d'oublier que l'animal est un animal pour pouvoir le consommer. Et un lien qui peut être fait avec ce qu'on appelle le male gaze, donc le regard masculin posé sur les femmes, qui est une forme de déshumanisation des femmes pour pouvoir les sexualiser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces concepts? Oui, effectivement. Donc l'animal, on essaie d'oublier que ça a été un être vivant. Donc on va utiliser un langage qui permet de se distancer émotionnellement. On va pas dire une vache, une poule, on va dire un steak, des nuggets. Et dans l'assiette, on le reconnaît plus. Hein. Il est vraiment massacré d'une manière, enrobé, empané. En tout cas pour les enfants, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'efforts, hein, parce que si on leur présente le poulet en entier sur la table, ou alors le poisson avec la tête, les yeux, ça les bloque. Donc on fait tout un travail de désanimalisation pour que l'enfant, quand il mange ses œufs brouillés, se dise pas, tiens, j'ai Peppa Pig dans mon assiette aussi. Je me permets un petit aparté là-dessus, parce que c'est vrai que moi, souvent, ce qui me rend le plus triste, c'est quand des gens consomment des crevettes. Et donc, même moi qui ai conscience de tout ce que vous venez de décrire, pourquoi les crevettes? Mais parce que une crevette, c'est tellement petit que c'est l'animal en entier dans l'assiette.
Et donc, C'est je me juste. dis, là, clairement, la personne ne peut pas faire abstraction du fait qu'elle a plusieurs animaux morts dans son assiette, puisque l'animal est quasiment en entier dans l'assiette. Mm. Et le reste du temps, on ne voit plus l'animal. Non, on le voit plus. Il est complètement. Il disparaît dans l'assiette, en fait. On oublie que quelque chose a été quelqu'un. Et donc, ça permet d'être dans l'abstraction, ça permet de réduire la dissonance cognitive qui s'installe inévitablement, effectivement, quand on voit les petits yeux de la crevette ou parfois quand même on a le homard, c'est vrai, hein, dans les fruits de mer, c'est très souvent le cas. Mais cette abstraction, elle est nécessaire pour réduire cette dissonance cognitive. Et donc, de la même manière, et c'est l'exemple que je prends dans le livre, le cinéma, quelque part, on est aussi dans l'abstraction quand on découpe une femme à l'écran. Le male gaze, c'est ce regard d'homme hétérosexuel qui prédomine dans tous nos produits culturels et qui va pas montrer la femme comme un individu, comme une sœur en humanité. On va zoomer sur des parties, sa bouche, sa cambrure, ses fesses, ses seins. On va la morceler, en fait, de la même manière que le couteau du boucher va à dépecer un animal, on va découper la femme à l'écran. Et donc, c'est une manière aussi de la réduire à des fragments de corps. Ça, c'est une phrase aussi que j'ai lue dans la biographie d'Isine Lebesco, qui a cette phrase très forte pour parler du cinéma de Benoît Jacot, qui est un réalisateur qui utilisait le terme d'eugénisme pour parler de ses actrices. Donc, elle dit, voilà, les femmes étaient entièrement démantelées dans ces films et c'était des fragments de corps. Donc là, on est vraiment dans l'abstraction. Et ça permet justement d'oublier qu'on a un être humain à l'écran. Et voilà, donc Gérard Depardieu aussi, il dit des jolis petits bouts de viande. C'est assez explicite. C'est la stratégie cognitive et comportementale de l'abstraction. Alors là, c'est intéressant parce que vous citez justement deux personnes, Jacot et Depardieu, qui vous ont permis aussi de montrer le lien entre la masculinité hégémonique et la consommation de viande. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Alors oui, quand j'écrivais, je me suis dit, je vais regarder qui sont les hommes actuellement accusés de violences sexistes et sexuelles. Et donc, à ce moment-là, il y avait Gérard Depardieu, Sébastien Coé, il y avait Frédéric Becbédé aussi, et bon, ensuite, plus tard, Benoît Jacot. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a un lien avec la viande ? Et à chaque fois, j'ai trouvé effectivement un lien. Donc, Gérard Depardieu, qui est quelqu'un quand même... maintenant, on a un petit peu compris sa manière d'être. C'est quelqu'un qui rêvait d'être boucher. S'il n'avait pas été acteur, c'était son rêve absolu. Parallèlement à ça, c'est quelqu'un qui réduit les femmes à des animaux en permanence. Donc, on a maintenant des images assez dérangeantes du dernier complément d'enquête filmé en Corée du Sud par Yann Moix, où il compare constamment les femmes à des juments. Il utilise un vocabulaire très cru. Et donc voilà, c'est vraiment mettre sur le même plan les femmes, les animaux, et en même temps se placer tout en haut de la chaîne alimentaire en tant que lui, prédateur. C'est très curieux. En fait, c'est un langage à la fois très animalisant pour les femmes et c'est vrai que lui, en tant qu'homme, il ressent une forme de domination vis-à-vis des animaux et en même temps, il dégrade et exploite les femmes. C'est ce que je montre dans le livre, en fait. C'est que souvent les hommes qui ressentent une forme de domination, pardon, je me répète. Souvent les hommes qui ressentent une forme de domination vis-à-vis des animaux sont aussi ceux qui exploitent et dégradent les femmes. Et c'est le cas de Benoît Jacot, qui compare ses actrices à des génies. C'est le cas de Becbédé, qui a aussi tout un discours extrêmement misogyne et qui, par ailleurs, un grand défenseur de la viande. Il donne des interviews pour le magazine Bif. Il déplore le fait que la cuisine de Tante Yvonne, le pigeonneau rôti dans sa graisse par Tante Yvonne, soit maintenant remplacée par le pokéball locavore et biologique. Donc c'est vraiment c'est tout un discours en fait d'hommes à la fois extrêmement misogynes et extrêmement viandards. Et du coup, le corollaire de ça, c'est qu'il y a un lien entre un régime hyper carné et une vision vraiment conservatrice de la place des femmes. Oui, non, mais c'est sûr que le lien est là. D'ailleurs, une étude de l'IFOP le révèle, le met en évidence. C'est étonnant en fait qu'on ait eu besoin de cette étude pour comprendre ce lien qui est tellement évident et qui est
constamment fait dans notre culture, dans nos supports, au cinéma, dans la publicité, dans l'espace public, dans le langage. Le lien est partout. Donc c'est vrai que voilà, l'IFOP a interrogé environ 2000 hommes qui sont représentatifs de la population. On leur a demandé leur rapport à la viande, au genre et à la politique. Et donc les résultats, ils ont confirmé qu'un régime alimentaire hyper carné va très souvent de pair avec une vision ultra conservatrice de la place de la femme dans la société. Donc par exemple, on a posé la question à ces hommes, on leur a demandé dans un couple, est-ce que c'est normal que la femme effectue plus d'activités ménagères que l'homme? Une question un peu classique. Et donc chez les hommes flexitariens ou omnivores, mais pas particulièrement viandards, 21% ont répondu oui. Et ce taux grimpe à 47% chez les viandards, soit pratiquement une personne sur deux, un viandard sur deux. Et ainsi de suite. C'est comme ça pour toutes les questions, sur les questions, par exemple, est-ce qu'un homme doit gagner plus d'argent que la femme, ou est-ce que, ils étaient aussi beaucoup plus tolérants vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles. Ils avaient tendance à penser que un non n'est pas vraiment un non. Enfin, ils adhéraient beaucoup plus à la culture du viol. Et ce qui est intéressant, c'est que François Cros, qui est donc le directeur du pôle politique actualité de l'Institut IFOP, à l'origine du sondage, a dit qu'il s'attendait pas en fait à ce que l'écart soit aussi grand entre hommes viandards et hommes omnivores, mais pas particulièrement viandards. Et donc il n'avait pas fait le lien entre des hommes qui ressentent une forme de domination sur les animaux et ceux qui abusent et dégradent les femmes. Pourtant, ce lien, il est là, il est omniprésent partout. Donc, j'étais étonnée déjà c'est vrai que, quand les gens ne font pas le lien, c'est étonnant, et à la fois, je pense qu'on est tellement habitués, en fait, peut-être qu'on voit plus. Donc, on peut conseiller clairement aux femmes de se méfier des hommes qui font trop de barbecue si elles ne veulent pas se taper l'intégralité des tâches ménagères. Moi, écoutez, j'ai beaucoup fait de nombreux amis qui adorent les barbecues. Moi, j'ai beaucoup d'amis viandards, qui sont pas misogynes en plus, et je les apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que, alors, sans en faire une règle générale, parce qu'évidemment, c'est pas une science exacte, je conseille vraiment de regarder ce qu'il y a dans l'assiette d'un homme, mais surtout aussi son langage, sa façon de. Après, voilà, c'est vrai que si on aime le barbecue comme ça, comme rituel. Bon, après, il y a aussi un discours qui accompagne très souvent. C'est plutôt ça que je regarderais. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué le magazine Bif, qui n'existe plus. Moi, j'avoue, c'était autant parfois quand on a des journaux qui ont des lignes politiques qui correspondent pas aux nôtres, on peut être agacé, ce qui était le cas de Bif. C'était pas du tout ma ligne politique, mais en fait, j'ai trouvé tellement caricaturaux qu'ils en devenaient drôles. Donc voilà, les gens n'auront plus l'occasion de connaître Bif parce que voilà, c'est un magazine qui n'existe plus. Mais vraiment, on aurait dit le Gorafi par moment, quoi. C'était quand même assez comique. Oui, c'était comique, et en même temps, c'est ce que les viandards aiment, en fait. Ils adorent quand on sexualise la viande. Donc, c'était plaisir bien cochon. Ensuite, il y avait une entrecôte, il marquait prends-moi. C'était vraiment l'idée de mêler sexualisation de la viande et les femmes, en fait, les mettre sur le même plan. Ça me fait penser aussi à cette journée parodique aux États-Unis, le 14 mars, donc pile un mois après la Saint-Valentin, c'est la journée du steak et de la pipe. Donc les hommes disent non, nous les ours en peluche, le chocolat, tout ça, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des steaks et de la pipe. Donc on va créer une journée le 14 mars. Et ce jour-là, on veut que vous nous serviez un bon steak, une bonne fellation, et voilà, c'est ce qui nous plaît. Et donc voilà, on ramène les femmes sur le même. Elles sont là en fait pour que les hommes salivent devant, salivent dessus et comblent leurs appétits. Et c'est ça un peu le message aussi de Bif. C'est la même idée. Alors, vous évoquez un buzz qui, moi, personnellement, m'a beaucoup fasciné, mobilisé, c'est celui de l'ours. Ah oui, oui. Alors, je veux bien que vous développiez le buzz autour de l'ours. Le buzz autour de l'ours, c'était génial. J'étais en train d'écrire ce livre, donc ça tombait pile poil. Donc, on a demandé à des femmes, est-ce que vous préféreriez être coincée dans une forêt avec un ours ou un homme? Et toutes les femmes ont répondu l'ours. Donc ça a beaucoup fâché les hommes qui ont dit alors voilà, vous êtes misandre, vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais en fait, ces femmes expliquent très simplement les ours n'attaquent que s'ils ont bonne raison pour défendre leur territoire, défendre leurs petits. Et si je suis attaquée par un ours, on va me croire, tandis que si je suis attaquée par un homme,
On va probablement me demander, mais c'était à quelle heure? Et puis, t'étais habillée comment? Et est-ce que tu l'as aguiché? Est-ce que tu as eu un comportement équivoque? Quelle est ta part de responsabilité là-dedans? Donc, il n'y a pas un renversement du fardeau de la preuve quand on se fait attaquer par un ours. On est d'emblée considéré comme une victime, alors qu'on sait très bien que quand on se fait attaquer par un homme, voilà, le chemin est beaucoup plus ardu et les victimes en souffrent énormément. Donc, d'ailleurs, la plupart renoncent à porter plainte puisqu'elles savent qu'elles vont être ni entendues ni crues. Donc, c'est ça l'histoire de l'ours. Et je réfléchissais, je me suis dit, mais évidemment qu'un homme est plus dangereux qu'un ours. C'est évident, les attaques des ours, en moyenne, c'est une 50aine par année. Alors que les hommes, bon, on va pas chiffrer les féminicides, mais c'est colossal. Donc c'est un réflexe plutôt, enfin c'est une réponse très saine et très lucide, j'ai envie de dire. Et je suis très étonnée en fait que les hommes se fâchent plutôt que de se dire mais en fait si on vit dans un monde où les femmes préfèrent être coincées dans une forêt avec un ours, on a vraiment un problème en fait. On est perçus comme des prédateurs dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Et les hommes ne se disent pas ça. Sauf quelques rares pères, souvent des pères de filles, qui disent, allez, face caméra, disent, bah non, effectivement, moi je préférais que ma fille, mon enfant, soit coincé dans la forêt avec un ours, parce que je peux lui apprendre les techniques pour que l'ours la laisse tranquille. En revanche, avec un homme, c'est impossible. Et donc voilà, ce débat était assez passionnant. Et ça m'a amené en fait à réfléchir à la situation de l'ours ou de l'homme qui s'est révélé, qui a été, il y a eu 4 enfants de la communauté Witoto pour qui ce dilemme, cette question s'est concrètement posée en fait. Leur avion s'est crashé dans la jungle du Caqueta, là récemment, je crois que c'était en 2023. Et donc tous les adultes sont morts, sauf les 4 enfants. Ils ont survécu miraculeusement. Donc ils avaient, la plus petite avait 11 mois, l'aînée avait 12 ou 13 ans. Et ils ont survécu pendant 40 jours dans une jungle extrêmement hostile. Donc il y a tout un tas de prédateurs, des jaguars, des tarentules, des nuées de moustiques. Il pleut 16 heures par jour. Et donc évidemment, les forces militaires colombiennes ont déployé tout un arsenal pour les retrouver. Ils ont quadrillé la jungle, ils ne les retrouvaient pas. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ces enfants? Et finalement, au bout de 40 jours, on les a retrouvés, mais on a aussi compris pourquoi les recherches avaient été infructueuses pendant si longtemps. Et c'est parce que la petite fille, l'aînée de la sororie, en fait, c'est une sororie, il y a 3 petites filles et un petit garçon. Cette petite fille se faisait violer par son beau-père. Et donc, elle préférait rester dans la jungle, entourée de tout ce qui pouvait l'attaquer, les anacondas, voilà, piranhas, enfin tout ce qui peut. C'est une jungle qui est très dangereuse, très hostile, plutôt que le foyer familial. Donc là, ça a été une histoire assez incroyable, je dois dire, parce que c'est un cas concret. Elle a choisi l'ours, cette petite. Elle a choisi l'ours, ouais. Alors, ce que vous dites aussi par rapport à ces quelques pères qui ont témoigné quand il y a eu ce buzz autour de l'ours, qui disaient mais oui, moi effectivement ma fille, je peux lui apprendre des techniques pour combattre un ours, mais pour combattre un homme c'est plus compliqué. Vous évoquez justement comment le fait de devenir père, et vous évoquez le cas notamment de certains rappeurs et plus particulièrement Jay-Z, c'est comment ce lien de filiation leur a permis de faire un pas de côté et de développer de l'empathie pour les femmes. Oui, j'ai trouvé ça très beau parce que, en fait, Jay-Z, qui avait quand même des lyrics très misogynes, à partir du moment où sa fille est née, il a dit c'est terminé. J'utiliserai plus des mots dégradants, insultants vis-à-vis des femmes. J'ai vraiment compris, grâce à ma fille, en fait, que c'était terrible, en fait, ce qu'on leur fait aux femmes. Mais bon, quelque part, je trouve dommage aussi que cette prise de conscience intervienne uniquement quand on devient père d'une petite fille. Et c'est vrai que souvent, les hommes, en tout cas très souvent, font la distinction entre les femmes qu'ils aiment, c'est-à-dire leur mère, leur fille, leur sœur, et les femmes qu'ils vont consommer. De la même manière qu'on va faire la distinction entre les animaux qu'on va aimer, nos chats, nos chiens, et les animaux qu'on va réduire à de la nourriture, les vaches, les poules, les cochons. Et donc voilà, je pense qu'il faut reconnaître l'humanité en toutes les femmes et pas seulement chez celles qui nous sont proches. Donc c'est ce que fait Jay-Z en l'occurrence. Mais c'est grâce à sa fille qu'il a pu avoir cette prise de conscience.
les hommes qui n'ont pas la chance de devenir parents d'une petite fille, est-ce qu'ils arrivent à faire cette prise de conscience? Certains, bien évidemment que oui, d'autres pas, et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Mmh. Vous évoquez aussi, notamment en lien avec le livre d'Ovidie, comment des normes de beauté entravent les corps des femmes, mais aussi les corps de certains animaux domestiqués qui sont mis en race. Oui, c'est un passage du très beau livre. J'aime beaucoup ce que fait Ovidie. Je trouve qu'elle a une grande sensibilité. Je crois qu'elle est elle-même végétarienne d'ailleurs, si je me Mhm. trompe pas. Donc dans son livre Assise de bout couché, elle explique que le chien, donc qui est l'animal de compagnie de l'homme, qui a été domestiqué, donc c'est l'ancêtre du loup, hein, euh, c'est c'est le c'est un animal qui subit énormément de transformations pour répondre à des canons esthétiques. Donc on va prendre contrôle de son corps, on va le faire souffrir pour justement voilà, qu'il adhère à ce qu'on va considérer nous comme beau, donc des petits nez écrasés, on le sait maintenant, hein, ça empêche ces chiens de respirer. On sait qu'aussi tous ces croisements les rendent très fragiles aux maladies. Euh, et elle explique voilà que c'est aussi la même chose pour les femmes. Hein. Les femmes et les chiens sont les seuls êtres à qui on fait subir de la chirurgie esthétique au détriment de leur santé. Donc c'est très fort en fait comme parallèle. Et voilà, donc effectivement les femmes, pour répondre à certains canons de beauté, bah, se font retirer des côtes, se font raboter un nez. C'est assez Et ont globalement des vêtements qui les entravent. Hein. C'est vrai que quand il y a eu complètement. l'attentat au Bataclan, je ne sais pas pourquoi, la première pensée qui m'est venue, c'est comment on fait les femmes qui avaient des talons pour courir en fait. Vraiment, c'était ma première pensée. Je me suis dit, en fait, on nous fait porter des choses qui entravent notre survie. Totalement, totalement. Ah mais c'est sûr, c'est un fantasme. Hein. Dans le livre, je parle des oiseaux d'Alfred Hitchcock, hein, Tippi Hedren qui essaie de partir, mais en fait, c'est vrai qu'il y a une vulnérabilité masochiste qui est associée à ce type de chaussure, et c'est une chaussure qui est exploitée dans les films d'horreur. On va montrer une femme qui essaie de s'en aller, mais qui peut pas courir avec ses talons. Donc c'est une proie émoustillante quelque part, puisqu'elle peut pas, ses chances de survie sont maigres, elle peut pas s'en aller. Ouais, c'est sûr. Euh, Et moi, je discute c'est parfois avec des personnes qui tiennent des sanctuaires et qui ont recueilli des animaux qui étaient prévus pour l'abattage et qui ont pu être sauvés et qui racontent que ces animaux ont été tellement génétiquement modifiés pour devenir gros et donc faire beaucoup de viande que quand on arrive à les sauver et qu'on les fait vivre dans des sanctuaires, ils vieillissent, ce qui n'est pas prévu puisqu'on est censé les tuer pour les consommer. Et en fait, ils ont une masse de graisse qui est tellement importante que leur corps en est complètement entravé et donc ils ne peuvent plus bouger. Oui, c'est très juste. C'est mon amie Virginia Marcus qui a un sanctuaire justement dans lequel elle récupère des animaux qui étaient destinés à l'abattoir, qui en parle très bien et qui le constate elle-même tous les jours avec les animaux qu'elle sauve. Elle me parlait exactement de ça. Aussi pour les petites poules, hein, les poules pondeuses. Effectivement, elles sont tellement voilà, ils sont pas destinés à vivre ces animaux. Donc ensuite, quand on veut leur donner une vie, une deuxième vie, ils ont pas la même mobilité, ils ont pas le même élan vital qu'un animal. Oui, c'est très juste. Alors, je voudrais vous faire réagir à une citation qui, moi, m'a particulièrement marquée dans votre livre. Je vais vous la lire. Les hommes condamnent le viol. Ce qu'ils pratiquent, c'est toujours autre chose. Les hommes condamnent aussi la violence envers les animaux. Ce qu'ils pratiquent en mangeant de la viande, c'est toujours autre chose. Tout à fait. C'est vrai que quand on discute avec la plupart des gens, hommes ou femmes, tout le monde condamne la violence envers les animaux. Et tout le monde condamne le viol. Et oui, personne ne veut, enfin, n'est pour le viol a priori. Et dans les faits, en fait, par rapport au viol, j'ai repris les travaux de Virginie Despentes dans King Kong Theory. Et donc, elle explique que les hommes vont broder, s'arranger, tourner autour du pot. Ils vont jamais utiliser le mot viol pour définir ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une distanciation par rapport au vocabulaire, mais ce qu'on fait exactement aussi avec le vocabulaire qu'on utilise pour ne pas nommer ce qu'on fait aux animaux ou ne pas nommer la nourriture, enfin l'animal. Donc ils vont dire oui, bah, on a un peu forcé une fille, on a un peu déconné.
elle était consentante de toute façon si ça a pu se faire, c'est une évidence. Et donc, voilà, effectivement, on condamne le viol. Ce qu'on fait, c'est toujours autre chose. Et parallèlement à ça, on condamne la violence faite aux animaux. Mais finalement, est-ce que enfermer un animal dans une cage, le bourrer d'antibiotiques, l'empêcher de voir la lumière du jour, de s'ébrouer dans un pré, le tuer, alors que parfois c'est juste un bébé, hein, le veau. Enfin, est-ce que c'est pas de la violence? Ça, c'est une question un peu. Voilà, on perçoit pas ça comme de la violence. Alors moi, ce passage, il m'a beaucoup fait penser à une intervention de Hannah Gadsby, qui est une humoriste australienne, et qui a été invitée à animer une soirée devant un parterre de stars. Et elle commence sa prise de parole en disant mais je veux parler des bons hommes, des hommes qui sont bien. Et là, toute la salle se met à applaudir et puis elle dit ah, vous allez bientôt regretter ces applaudissements. Et effectivement, en fait, elle en profite pour critiquer les hommes qui se considèrent comme bien, puisque ce qu'elle explique, c'est que les hommes bien, ils tracent toujours une ligne rouge sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, mais qui tracent cette ligne de telle manière à toujours être du côté des pratiques acceptables. Et sa conclusion, c'est de dire, mais en fait, ça ne peut pas être aux hommes de tracer la ligne rouge de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Ah non, ils sont jugés partis. Voilà. Absolument, oui. Alors, je voulais vous faire réagir encore sur un autre point que j'ai trouvé très intéressant dans votre ouvrage, c'est tout ce qui touche à la question de la prise en considération de la douleur. Vous parlez notamment du fait qu'on s'illusionne par rapport au fait que les animaux ne souffrent pas quand ils sont tués dans les abattoirs, et aussi qu'on a une moindre prise en considération des douleurs féminines. Oui. Alors, un des arguments, parce qu'en fait, dans le livre, je détaille tout un tas de stratégies cognitives et comportementales pour réduire la dissonance cognitive. Je les passe en revue, et un des arguments que les carnivores vont nous servir, c'est que les animaux ne souffrent pas vraiment. Ils ressentent pas vraiment la douleur ou pas de la même manière que nous. Et c'est un argument en fait qu'on utilise aussi contre les femmes. C'est fou. C'est-à-dire que quand elles se plaignent de douleur, déjà, on va moins les entendre. On va davantage leur donner des sédatifs plutôt que des analgésiques, ce qui est quand même assez fou. À symptômes égal, par exemple, quand une femme se plaint d'oppression dans la poitrine, on va lui prescrire des anxiolytiques, alors que l'homme, on va l'orienter vers un cardiologue. Je trouve ça aussi incroyable. Et alors, par exemple aussi, au Japon, on a décidé dans un hôpital, un grand hôpital, qu'on donnerait plus l'option péridurale. Il y a un manque d'anesthésistes apparemment, donc c'était assez récent. Depuis 2023, il y a pas assez d'anesthésistes dans cet établissement, donc la direction, elle a décidé que les anesthésistes qui étaient disponibles devaient prioriser les interventions chirurgicales. Et donc, de toute façon, les femmes, quand elles accouchent, c'est naturel, il n'y a pas de douleur, tout va bien. Et donc évidemment, c'est un homme qui a pris cette décision, qui va jamais ressentir les douleurs de l'accouchement lui-même. Donc il dit voilà, on est vraiment désolé. Et c'est comme ça tout le temps en fait. C'est l'endométriose aussi. J'ai une amie qui m'a raconté que pendant des années, elle avait tellement mal, on l'a renvoyée chez elle avec des dafalgans, alors que son petit copain avait des calculs rénaux. Il avait une pharmacie remplie de médicaments, et donc elle lui empruntait ses médicaments à lui, puisque le corps médical refusait de s'occuper de sa douleur à elle, de l'entendre. Et donc c'est très perturbant de voir que effectivement, quand les femmes se plaignent d'une douleur, on va plus tarder à prendre en charge cette douleur, globalement, même dans la prise en charge, le temps. Mais ensuite, on va mal la prendre en charge. On va soit des anxiolytiques, soit des sédatifs. C'est pas ce dont on a besoin quand on a mal. Et c'est vrai que même en France, il y a eu une polémique assez importante, puisqu'on sait que l'endométriose, je ne sais plus si c'est 7 ans ou 9 ans avant d'avoir le diagnostic, en tout cas c'est vraiment long. Et il y a un test salivaire qui est sorti et qui au départ n'était pas censé être remboursé et qui coûtait des centaines d'euros. Alors qu'il permet très rapidement d'éviter cette errance par rapport au diagnostic. Mais voilà, comme ça concerne la santé des femmes, ça avait initialement pas été prévu comme étant quelque chose qui pouvait être remboursé. C'est incroyable ce monde qu'on a créé, quand même. Je sais pas. Je trouve ça fou que les hommes qui par ailleurs ont des mères, des sœurs, des épouses
que la plupart d'entre eux semblent quand même un peu aimer, ne s'insurgent pas contre ça. Parce que c'est partout, hein, je veux dire, il suffit d'ouvrir les journaux. La misogynie suinte de tous les, elle est omniprésente partout. Comment c'est possible qu'on l'accepte à ce point, que les hommes l'acceptent à ce point? Alors je vais pas faire de généralité, pas tous les hommes, mais quand même beaucoup, quand même. Le procès Mazan nous a montré ça, que oui, effectivement, quand même beaucoup. C'est ça. Et moi, parmi mes amis, je compte plus. Alors, j'aime beaucoup mes amis hommes, hein, beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour eux, mais tous me disent, quand est-ce que tu vas écrire un livre pour défendre les hommes? Je crois qu'on n'a pas besoin d'un livre comme ça. Ça fait 20 siècles, toute la littérature, tout est fait pour les défendre. Mais voilà, c'est même des hommes qui sont mariés, qui ont des femmes qui les aiment, des filles, même ceux-là me disent, mais maintenant c'est le moment d'écrire un livre pour défendre les hommes. Non, je suis désolée, je l'écrirai pas. Alors justement, vous esquissez un petit peu des solutions à la fin de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Oui, alors la fin de mon livre, c'est vrai que je dis à un moment donné que j'arrive à une impasse. La question maintenant qui est au centre je pense, de tous les débats féministes, c'est comment est-ce qu'on va faire pour impliquer davantage les hommes dans nos luttes, hein. C'est ce dont on vient de parler. Et je pense que toutes ces stratégies cognitives et comportementales auxquelles l'homme a recours pour à la fois dominer les femmes et les animaux, malheureusement, c'est pas une simple barrière, hein. C'est vraiment des murs, des murailles blindées, fortifiées, qu'on n'arrive pas à battre, en fait, malgré le fait que on a tout un tas de collectifs féministes qui font un travail incroyable pour justement percer la muraille de l'abstraction. Donc elles essaient de nommer les victimes, humaniser les statistiques. La muraille du dénigrement, on a vu, hein, toutes ces femmes qui racontent les histoires des chercheuses, des scientifiques, de toutes ces femmes qui ont participé à la marche du monde, qui ont contribué à l'avancée dans tout un tas de domaines. Mais on n'y arrive pas. Malgré tout ça, les femmes sont considérées comme inférieures intellectuellement. On est dans l'abstraction avec tout un tas au cinéma. Voilà. On ne veut pas voir les femmes comme des êtres humains de la même manière qu'un homme. Et donc, ce que je constate, c'est que ça ne s'arrange pas du côté de la génération Z. On pouvait avoir un petit espoir en se disant mais peut-être que les mentalités évoluent, peut-être qu'il y a que les boomers qui persistent à s'accrocher à l'idée que la femme est une sous-espèce de l'humanité. Mais en fait non, parfois les boomers sont beaucoup plus progressistes que les jeunes garçons de la génération Z. C'est ça qui est très inquiétant en fait. Et je pense que la série Adolescence le montre, hein, cette série Netflix qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Parce qu'on a une montée des masculinistes avec les réseaux sociaux, on est vraiment en train d'implanter on est en train de semer les graines de la prédation et de la misogynie chez toute cette génération née à partir de 1997. On voit qu'ils sont encore plus misogynes que leurs pères. Et donc voilà, ça ne va pas changer, ça ne va pas aller vers le mieux. Ça, c'est mon constat. On est non seulement biberonné au sexisme, mais en plus, en fait, à un moment donné, il y a un choix aussi très rationnel, hein. C'est-à-dire que c'est pas très confortable pour les hommes de changer, puisque ça implique une perte de pouvoir, un recul sur certains privilèges. Et donc, très rationnellement, si on leur dit, mais est-ce que vous voulez changer? Non, en fait. Et ça, c'est le vidéaste Usul qui le dit de manière très sincère. Il dit, nous, on n'a pas intérêt à remettre en cause toute cette misogynie, puisque les stéréotypes nous avantagent. Donc, il y a un silence coupable. Et il le dit même chez les hommes de gauche, les hommes de liberté, les hommes qui défendent les principes démocratiques. Donc voilà, ça ne changera pas. Je vois aussi qu'il y a un burn-out pédagogique de la part des militantes féministes qui disent qu'elles en peuvent plus, elles sont lasses en fait d'expliquer, d'identifier, de convaincre. Ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc moi je rejoins en fait cette grande féministe, la regrettée Benoît de Groult, qui dit que finalement ce qui opprime les femmes, c'est pas que le système masculin, mais c'est la réponse qu'on y apporte nous les femmes, hein, c'est ce qu'il a réussi à faire de nous. Donc déjà prendre conscience de notre misogynie intériorisée, ça c'est très important.
Et ensuite, ça on a beaucoup de peine à le faire très souvent, ne plus entrer dans le jeu des hommes. Il faut leur enlever le pouvoir de nuire, il faut arrêter de voter pour des dirigeants comme Trump, il faut réfléchir 2 minutes, faut ne plus rire aux blagues sexistes, il faut vraiment passer dans notre camp de manière active. Et ça, il y a un vrai travail à faire de notre côté en fait. Donc c'est changer la donne intérieure pour faire évoluer la donne extérieure. Donc c'est là aussi où le patriarcat est très fort, c'est qu'il nous a colonisés de l'intérieur. Et donc je reviens à cette phrase de Virginie Despentes qui est très belle et très forte et très juste, c'est qu'on se lève et on se casse. Et donc voilà, j'observe ce mouvement-là beaucoup chez beaucoup de femmes, hein, et je pense qu'il est annonciateur des jours à venir. En tout cas, je l'espère très fortement que les femmes vont se lever et se casser quand les choses n'évoluent pas et ne vont pas dans le sens de la liberté, du respect, de la sororité. Et bon, ce que je constate déjà, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font une grève du sexe, une grève sentimentale, elles ne veulent plus se mettre en couple. Je vois aussi tous ces mouvements le mouvement en Corée du Sud qui s'appelle le 4B, donc qui est un mouvement très radical, hein. Ça, le rejet du mariage hétérosexuel, des relations hétérosexuelles dans leur ensemble, refus d'un partenaire romantique, mais aussi refus d'avoir des enfants. D'ailleurs, la Corée du Sud a un taux de natalité qui frise, les femmes ne font quasiment plus d'enfants là-bas. Et c'est un mouvement qui a inspiré les Américaines depuis l'élection de Donald Trump. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça aussi que le droit à l'avortement est très attaqué en ce moment, puisque les femmes se retirent. Et c'est curieux, hein, parce que c'est là aussi où on voit à quel point on est animalisé. Il y a eu cette affaire absolument glaçante en Géorgie. Hein, on a eu une ferme. Les Thaïlandaises étaient réduites en esclavage dans une ferme d'ovules. On leur prélevait sous la contrainte des ovules pour les revendre sur le marché de l'infertilité. Elles étaient engraissées avec des hormones, donc vraiment comme des vaches à lait qu'on insémine, qu'on essaie de fertiliser. Donc voilà, c'est vrai que c'est très problématique pour les hommes si les femmes se lèvent et se cassent. Donc on est en train de voir clairement que le sexisme, qui a toujours été présenté comme un problème exclusivement féminin, les hommes disaient ça ne regarde pas, dans le fond, pour nous tout roule. Et à partir du moment où les femmes se lèvent et se cassent, ça roule plus du tout pour eux, puisque l'humanité entière, pour l'instant, les hommes n'ont pas trouvé le moyen de se reproduire sans nous, donc ils ont quand même un peu besoin de nous. Donc là, ça devient aussi leur problème. Et donc plutôt que de répondre par une prise de conscience, se dire essayons d'évoluer de notre côté, non, on va attaquer le droit à l'avortement, on va proposer des mesures comme au Japon. Il y a cet homme politique d'extrême droite qui a dit dans le fond, si les femmes font plus d'enfants, faisons en sorte de les motiver très fortement, privons-les d'études, retirons-leur l'utérus à partir de l'âge de 25 ans ou je sais plus quel âge. Il y avait toute une série de mesures très violentes. Et c'est ça, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on est en train de voir en face des réactions très fortes. On est en train de voir une montée aussi de beaucoup d'hommes, des incels, qui prônent, qui justifient le viol, voilà. Donc c'est ça, gentiment, on est en train d'assister à un affrontement qui laisse perplexe, en fait, plutôt que d'avancer vers davantage de dialogue, de communication, essayer de se mettre à la place de l'autre, travailler sur l'empathie, se dire mais dans le fond ces femmes, ce qu'elles nous disent, écoutons-les, essayons de changer, essayons d'avancer ensemble main dans la main, ce qui serait tellement beau à voir. Eh bien non, on voit pas trop ça. C'est assez triste. Donc effectivement, vous faites un constat qui a l'air absolument terrible, et en même temps, il y a quand même de l'espoir, parce que ce que vous rappelez, et qui moi me semble fondamental au vu de la liste que vous venez de faire, c'est que il ne faut pas que l'intégralité des femmes prennent conscience de la misogynie ambiante et adoptent un changement. Une minorité, je crois, il y a des statistiques qui existent sur quel pourcentage de minorité peut faire basculer les choses. Et il est moins important, le chiffre n'est pas aussi conséquent que ce qu'on pourrait craindre pour pouvoir obtenir un changement. Exactement. Donc c'est ça qui aussi me donne beaucoup d'espoir, c'est que pour changer un système ou une société, on n'a pas besoin de convaincre 100% des personnes, ni même 51%. On doit juste
juste engager, il suffit juste d'engager fortement une minorité active, et c'est de l'ordre de 16%. Et c'est à ce niveau-là que se situe le point de bascule. Donc c'est intéressant de voir que en étant une toute petite minorité, mais très active, très engagée, qui essaie vraiment d'essaimer ses idées, on peut être des catalyseurs du changement et quelque part provoquer un changement significatif, puis arriver à ce point de bascule qui fera que la société dans son ensemble va se transformer. J'ai très très envie de finir sur cette note d'espoir. Donc je rappelle le titre de votre livre, Tu seras carnivore, mon fils. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la maison d'édition ? Il est édité chez Textuel, dans la collection Petite encyclopédie critique. Voilà, donc c'est un livre tout violet et surtout particulièrement intéressant. Donc voilà, j'invite tout le monde à diffuser évidemment cet épisode, mais surtout à acheter votre ouvrage et à l'offrir aussi tant qu'on y est. Merci beaucoup, Géraldine. Merci à vous. Devenir woke.